en première S et dans le cadre de leurs travaux pratiques encadrés, personnels encadrés, ils ont travaillé sur les sables mouvants. Et c'est ce qu'ils vont vous présenter ce soir. Donc bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Excusez-moi. Merci. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre conférence. Nous sommes des élèves de première S, comme Madame Dante l'a dit, et nous avons décidé de faire un exposé sur les sables mouvants, qui est un sujet qui est connu de tous, je pense, mais qui était très peu compris avant le 21e siècle, alors qu'il y en a partout des sables mouvants. Il y en a près des mers, dans les marécages, dans les forêts, et même dans les déserts. Alors, qu'importe le climat, qu'il soit continental, tempéré ou tropical, tant que les conditions sont réunies, le phénomène se produit. Alors, pour cet exposé, nous avons décidé de le diviser en 3 parties. Nous allons d'abord parler de la définition même des sables mouvants et des différents types et comportements de ces derniers, pour ensuite parler des fluides non newtoniens et faire le lien avec notre sujet, et finir avec l'interaction avec un corps et les précautions à prendre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un sable mouvant? Alors, il faut savoir que les idées que l'on reçoit des films, des légendes, des mythes, diffèrent un peu de la réalité. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que c'est qu'un sable mouvant? Plus ou moins. Est-ce que quelqu'un saurait? Non? Personne? Un mélange de sable, d'argile et d'eau salée, je crois. Oui, c'est exactement ça, oui. Donc oui, c'est ça. C'est ça. Donc ils vont... Pas forcément. Vous allez voir. Oui, exactement, vous avez raison. Le sel est indispensable dans certains types de sable mouvant, mais il y en a qui peuvent s'en passer, bien sûr. Donc le sable mouvant, comme monsieur l'a dit, est un mélange d'eau, des fois salée, sable et argile, qui ensemble créent une structure avec les grains de sable qui tient grâce à la viscosité de l'argile, justement, et le sel sert à renforcer cette stabilité pour qu'elle ne s'effondre pas sous son propre poids. Alors, je vais parler des différents types de sables mouvants et leur comportement et leur milieu. Donc, tout d'abord, les sables mouvants qu'on appelle classiques, c'est les plus abondants sur Terre, les plus courants aussi, que l'on connaît le mieux. Alors, ceux-là ils semblent donc, comme les sables mouvants, ils semblent solides à la surface, mais ils sont très très fragiles lorsque l'on applique une pression sur ces sables mouvants. Et donc encore une fois, le sel permet de solidifier cette structure. Ici on voit par exemple un schéma de sable mouvant avec de l'eau, de l'argile et du sable. Lorsque une pression est appliquée sur ces sables mouvants, donc l'eau remonte un peu à la surface et la structure se brise et donc on coule dans les sables mouvants tout simplement. Ensuite, je vais vous parler des sables mouvants mouillés. C'est des sables mouvants qui consistent en fait, qui ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas obligatoirement besoin qu'il y ait de l'argile, du sable ou ne serait-ce que du sel. Peu importe, ils fonctionnent avec n'importe quel matériel, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici vous voyez des expériences que nous avons fait durant l'année sur des observations d'argile et de sable. On leur a mis de l'eau dessus pour observer leur absorption. Et donc ça nous a permis de comprendre donc, que c'était bien sûr, donc, puisque le sable est composé de petits grains de cristal, l'argile, c'est lui qui absorbe l'eau, et donc plus il y a d'argile, donc plus l'eau va être absorbée et le sol va être liquéfié. Mais la mécanique des sables mouvants mouillés est qu'en fait, lorsque une pression sur Terre, c'est les séismes souvent, les séismes et les tremblements de terre, est appliquée sur le sol, l'eau remonte à la surface, peu à peu, très très peu à peu, et sépare donc les grains de sable, ou même, ça peut être n'importe quoi, du sable, de l'argile, et même des végétaux en décomposition par exemple. Et c'est comme ça que les immeubles finissent par s'effondrer,
Et c'est des choses qui arrivent assez souvent dans les milieux qui sont victimes des tremblements de terre et des séismes, et qui aussi sont assez saturés en eau au niveau souterrain. Je vais ensuite vous parler des sables mouvants aérés ou secs, qui sont les plus rares, puisqu'ils se trouvent dans les déserts et se créent après les tempêtes de sable. En fait, lorsque le sable en fait est soulevé par le vent, en tombant, il crée des trous d'air avec les sables comme vous voyez ici, et des bulles d'air se créent entre les grains de sable, et cela crée une structure très fragile qui semble solide, mais qui pourtant, lorsqu'on applique une petite pression, très petite pression sur ces sables, donc cette structure s'effondre et agit comme un fluide, alors que normalement les sables, parce qu'ici il n'y a que des sables, on voit bien, agit comme un fluide en fait. Donc c'est très brusque, c'est pas un enfoncement progressif comme les sables mouvants vus précédemment. Oui, donc dans les sables mouvants qu'on a vu précédemment, ce qui fragilisait cette structure, c'était, lorsqu'on mettait une pression, c'était l'argile et l'eau, alors qu'ici ce n'est que l'air, donc, qui crée cet effondrement très brusque. Et je ne sais pas si vous avez peut-être vu le film Prince of Persia de 2009, je crois. Donc c'est ce qui se passe vers la fin, plus ou moins, dans les temples souterrains. Voilà. Je vais laisser la parole à mon camarade Pierrick Millette. Bonsoir, moi je vais vous parler des fluides non newtoniens. Donc déjà, pourquoi un fluide non newtonien? Ça vient de Newton. Newton, c'est cet homme-là. La légende raconte qu'il dormait, il faisait une sieste en fait sous un pommier. Il se serait pris une pomme sur la tête. Dès lors, il aurait compris le principe de la gravité. Donc les fluides non newtoniens sont les fluides qui défient la gravité. Leur viscosité va changer en fonction de la contrainte mécanique qu'on va leur appliquer, ou alors du temps qu'on applique cette contrainte. Donc un petit rappel, une contrainte c'est une force mécanique. Donc, par exemple, une pression ou un coup de poing. Donc je vais vous parler de la viscosité. Donc la viscosité, c'est la propriété de résistance à l'écoulement uniforme et sans turbulence se produisant dans la masse d'une matière. Ça va? Bon, en gros, c'est la capacité d'un liquide à s'écouler plus ou moins facilement et rapidement. Donc maintenant, je vais faire une petite expérience en vous montrant la différence de viscosité entre le miel et l'eau. Alors, voici le miel et voici l'eau. Tu pourrais venir s'il te plaît? J'aurais besoin que tu les tiennes comme ça pour montrer à tout le monde. Alors, dans cette expérience, je vais mettre des billes dans chacun des deux tubes pour, en même temps, pour qu'on puisse voir la différence de viscosité entre les deux. Donc bien entendu, les tubes sont propres, les billes sont propres, et mes bains aussi. Du coup, le miel sera réutilisé à bon escient. Est-ce que vous avez bien vu? Donc comme vous avez pu le constater, la bille qui est dans le tube d'eau est tombée beaucoup plus rapidement que la bille dans le tube de miel. Donc on peut en conclure que le miel est plus fluide que l'eau. En même temps, c'était pas très compliqué parce que l'eau, c'est le fluide à l'état naturel le plus fluide, le liquide à l'état naturel le plus fluide qu'on connaisse. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la bille a été accrochée par le miel. Lors de son écoulement, le miel l'a retenue en quelque sorte, et c'est ça la viscosité.
Donc je vais maintenant vous parler des types de fluides non newtoniens. Donc il y a les fluides réofluidifiants, antithixotropes et thixotropes. Ça peut être des noms un peu compliqués comme ça, mais en fait c'est très simple. Lorsqu'on va leur appliquer une contrainte, les fluides réofluidifiants, ils vont devenir plus fluides. Les fluides antithixotropes, ils vont se durcir. Et les thixotropes se rapprochent beaucoup des réofluidifiants, mais à un détail près, il faut appliquer la contrainte pendant un certain temps. Et du coup, eux aussi, ils vont se fluidifier. Donc, est-ce que vous saviez que le sang était un fluide non newtonien? Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez essayer de deviner quel type de fluide non newtonien est le sang? Celui de droite? C'est-à-dire celui où il faut que ce soit un certain temps. Pas vraiment. Presque. Non, pas celui du milieu. Ouais, c'est celui de gauche. Donc, en fait, quand le cœur va battre plus vite, la pression artérielle va augmenter et le sang va s'écouler beaucoup plus rapidement et faire beaucoup plus de tours dans le corps. Et pour le yaourt, est-ce que vous avez une idée aussi? Celui du milieu. Donc les antithixotropes. Non. Oui, c'est celui de droite, oui. En fait, le yaourt, il est un peu dur, on va dire. Et quand on va le mélanger, eh ben, ça prend un certain temps. Et là, il va devenir plus fluide. Est-ce que vous saviez que les escargots ont un fluide non newtonien en eux? C'est leur mucus, en fait. Et comme expérience, j'avais pensé à vous faire toucher du mucus d'escargot. Mais au final, je vais préférer faire cette expérience qui consiste en un mélange d'eau et de maïzena. On va ensuite déterminer quel type de fluide non newtonien c'est. Pour cela, j'aurai besoin d'un volontaire. Bien. Alors, voilà le mélange eau-maïzena. Est-ce que tu pourrais le toucher, s'il te plaît? Est-ce que ça fait bizarre? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, le mélanger un peu? C'est bizarre, non? Maintenant, est-ce que tu pourrais donner un coup de poing dedans? Un coup de poing digne de ce nom. Bon. Est-ce que vous avez... Merci, tu peux retourner à ta place. Tiens, c'est bien pour se défouler. Chiffon, et tu peux aller. Pardon. Donc, est-ce que vous avez une idée du coup de ce type de fluide? C'est celui qui se durcit, oui. Est-ce que vous vous rappelez du nom? Oui, c'est bien antithixotrope. Bon. Maintenant, l'expérience finale. Je vais vous demander si vous pensez que c'est possible de marcher dessus. Bah, je vais essayer. Alors, les chaussures après. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je l'ai encore pas essayé. Hein. Ouais, bah on va dire que j'ai réussi, je me suis pas enfoncé dedans. Voilà. C'est tout pour moi, je vais maintenant laisser la parole à mon ami Souria. Donc je vais vous parler de la poussée d'Archimède, l'interaction avec un corps. Archimède est un physicien, mathématicien et ingénieur grec qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
il a découvert le principe d'un corps flottant, la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, donc je vais vous donner une définition. Tout corps induit dans un fluide subit une force vers le haut qui est proportionnelle à la masse de fluide déplacée. Pour faire simple, c'est ce qui nous permet de flotter, ou au contraire, si cette force n'est pas assez forte, bah, on coule. Donc c'est pour ça que un bout de caillou, lorsqu'on le lance dans un lac, et bah, il coule. On peut voir ici que la poussée d'Archimède s'oppose au poids. Donc le poids dans un fluide nous emmène vers le fond, alors que la poussée d'Archimède essaye de nous faire remonter. Ensuite, on peut voir que la pression joue un rôle. La densité joue un rôle dans la poussée d'Archimède, parce qu'il est plus facile de flotter dans de l'eau salée que dans l'eau douce. Donc vous avez demandé tout à l'heure, est-ce que c'était obligé que ce soit de l'eau salée? Et par exemple, la mer morte, c'est pour ça qu'on peut même s'allonger dessus, lire son journal, etc. C'est parce que la densité, la salinité dans la mer morte est plus élevée que par exemple la mer Méditerranée. Donc il est plus simple de flotter car ce dernier est plus dense. Donc normalement, un corps devrait s'enfoncer environ jusqu'à 50% de son volume, donc jusqu'à la taille. Et ça dépend aussi de la corpulence de la personne et de la consistance du sable mouvant. Donc si le sable mouvant est... Par exemple, s'il y a de l'eau salée, et bah, ça va changer la consistance. Et donc normalement, dans l'histoire sans fin, le cheval n'était pas censé mourir. Donc c'est dommage, mais voilà. Donc, dans un sable mouvant, on n'est pas censé se noyer, mais on peut s'enfoncer et être immobilisé. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut survivre si on croise un sable mouvant dans notre chemin. Donc tout d'abord, il faut d'abord savoir où se trouvent les sables mouvants, donc, les sables mouvants classiques, on va dire, comme l'a dit Igor. Ils se trouvent principalement vers les estuaires de fleuves. Donc par exemple, où il y a des marées. Par exemple, le Mont Saint-Michel. C'est assez connu pour ça. Donc le Mont Saint-Michel est connu pour ses sables mouvants, mais ce ne sont pas les sables mouvants qui tuent, mais on peut dire qu'ils sont un peu les complices, on va dire. Parce que si on tombe dedans, on est immobilisé. Et ensuite, il y a la marée qui nous tue, quoi. Enfin, on se noie. Donc c'est plutôt la marée qui nous tue, et les sables mouvants nous immobilisent. Donc comment peut-on survivre si on se fait immobiliser? Tout d'abord, il faut essayer de s'allonger. Parce que si on s'allonge, notre poids se répartit sur une plus grande surface. Par exemple, c'est pour ça que en natation, un plongeur, il va plonger et non faire un plat. Parce que c'est plus facile de rentrer dans l'eau en plongeant, parce que notre poids se répartit sur une surface plus petite. Et si s'allonger est impossible, parce que vous êtes trop enfoncé, il faut surtout pas faire de mouvements brusques, parce que en fait on l'a vu tout à l'heure dans le schéma qu'Igor nous a présenté.